ERP et CRM dans le cloud. Bonjour à tous, 17h07, nous sommes en direct sur l'antenne de LCI, c'est l'heure du club des experts dans le club Le Châtelier. On va partir en Ukraine et en Russie, mais d'abord direction Israël parce qu'il se passe des choses là-bas depuis plusieurs semaines, mais depuis quelques jours maintenant, la contestation monte furieusement. Sur ce plateau pour m'accompagner, le colonel Pierre de Jong, bonjour à vous, soyez le bienvenu. Jean-François Boutors, essayiste, spécialiste de la Russie, auteur de Poutine, la logique de la force, publié aux éditions de l'Aube, merci d'être avec nous. Pierre Ménac est diplomate, ancien conseiller Europe de Jacques Chirac et d'Alain Juppé. Bonjour à vous, auteur de l'Union européenne et la guerre, publié à l'Harmattan, le voilà. Et Marianne Babiche qui est avec nous également, bonjour, qui est conseillère en communication franco-ukrainienne. Vous êtes la bienvenue. On va commencer, disais-je, par Israël. Pourquoi ? Parce que ces images de manifestations monstres en Israël se multiplient. Vous allez voir, on vous en a sorti quelques-unes. Il n'y a plus d'images qui nous parviennent en direct pour le moment. La nuit est peut-être en train de tomber. En tout cas, la question se pose, Benyamin Netanyahou est-il acculé politiquement? Cette crise politique, elle s'amplifie. Elle inquiète évidemment au-delà des frontières, on le verra tout à l'heure. Lui, Benyamin Netanyahou, a publié un tweet tout à l'heure pour s'adresser aux manifestants. On va le découvrir. C'est pour le moment sa seule prise de parole du jour. J'appelle tous les manifestants à Jérusalem, de droite comme de gauche, à se comporter de manière responsable, à ne pas agir violemment. Nous sommes un peuple frère, dit-il. Magali Lunel va nous expliquer dans une seconde pourquoi ces contestations de plus en plus importantes. D'abord, écoutons ces différentes réactions recueillies dans la rue. Écoutez, tous les systèmes du pays sont paralysés si vous n'avez pas remarqué. Toute personne avec un cerveau qui peut voir que la situation se détériore peut mettre fin à cette affaire et tendre la main pour un dialogue. Nous ne pouvons pas continuer comme ça. Nous continuerons à nous battre jusqu'à ce que la folie cesse et que l'ordre revienne dans notre pays. Ce qui s'est passé hier soir, c'est que nous, le peuple, disons à Netanyahou que cela ne peut pas continuer. Il faut que cela cesse. Il faut que quelque chose change. Et ce qu'il se passe maintenant, c'est que nous, encore une fois le peuple, essayons de dire aux syndicats qu'ils doivent se joindre à nous. Alors Magali, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qui se passe? Ça fait plusieurs semaines que des manifestations sont organisées dans les grandes villes d'Israël. Oui, ça fait quasiment 12 semaines que ça dure comme ça en Israël. Elles ont commencé le 7 janvier précisément quand Benyamin Netanyahou justement a annoncé son projet de réforme de la justice. Le Premier ministre israélien, on va juste le rappeler, venait tout juste de retrouver le pouvoir. En décembre, il avait formé un gouvernement de coalition avec des partis d'extrême droite et des formations d'ultra-orthodoxes. Et donc très vite, ce nouveau gouvernement a pris un tournant extrémiste en touchant aux institutions. Alors comment? C'est quoi cette fameuse réforme? Eh bien avec ce projet de loi, le gouvernement souhaite réduire considérablement les pouvoirs de la Cour suprême. Dans les faits, 1. Le Parlement, avec un vote à majorité simple, pourrait annuler une décision de la Cour suprême. Autrement dit, ce serait renforcer le pouvoir politique au détriment du pouvoir judiciaire. C'est une mesure qui donnerait un pouvoir quasi illimité au Parlement. 2. Les juges de la Cour suprême aujourd'hui sont nommés par un groupe de juges, de députés et d'avocats. Eh bien, la réforme propose d'écarter les avocats. 3. Le texte propose de limiter le pouvoir de contrôle des juges sur les politiques. Jusqu'à aujourd'hui, la Cour suprême est garante de la bonne conduite du gouvernement. Ça, ce serait terminé. Et enfin, le gouvernement veut réduire l'influence des conseillers juridiques au sein des ministères, parce qu'aujourd'hui, les juges peuvent invalider une loi. Eh bien, aujourd'hui, ça aussi, ce serait terminé. Cette réforme est une, je cite, menace pour la démocratie. C'est ce que disent les opposants politiques, c'est ce que disent aussi les manifestants. Alors pourquoi est-ce qu'il tient tant à cette réforme, le gouvernement Netanyahou? On va juste rappeler que Benyamin Netanyahou lui-même aurait intérêt à cette réforme puisqu'il est poursuivi pour fraude et corruption. Avec cette réforme, le pouvoir judiciaire ne pourrait plus le contraindre à quitter le pouvoir. Et puis, ça apporterait des gages à ses alliés religieux. Avec cette loi, la Cour suprême n'aurait plus son mot à dire sur les expulsions de Palestiniens des territoires occupés. Benyamin Netanyahou était déterminé à aller jusqu'au bout, jusqu'à éliminer tous les obstacles qui se présentaient sur son chemin, jusqu'à limoger son ministre de la Défense hier soir. Visiblement, c'est la décision de trop. Voilà, c'est ça qui a effectivement remobilisé de façon très conséquente dans les rues. À peu près un demi-million de manifestants au cours du week-end pour un pays qui compte 10 millions d'habitants, c'est évidemment colossal. Je vais vous demander vos avis évidemment à tous autour de cette table. Je voudrais d'abord qu'on aille à Washington, retrouver Axel Monnier qui est notre correspondant là-bas. Bonjour à vous Axel. Alors, on a appris peu avant le début de cette émission que l'ambassade israélienne aux États-Unis avait fermé en soutien manifestement. Aux États-Unis, on marche sur des œufs quand même si
on se dit effectivement extrêmement préoccupé. Oui, effectivement, c'est une réaction de la Maison-Blanche qui a été diffusée par un communiqué de son Conseil pour la sécurité nationale. Les États-Unis se disent en effet très préoccupés par la situation, appellent à un compromis et surtout, ils demandent à ce que le respect des valeurs démocratiques qui fait le fondement du lien entre les deux pays soit respecté. C'est un tacle direct ou plutôt indirect à Benyamin Netanyahou. Vous l'avez dit, l'ambassade d'Israël ici est fermée. Ça a été confirmé ce matin sur Twitter par son porte-parole. D'autres missions diplomatiques et ambassades dans le monde devraient suivre. Et à la question de savoir si l'ambassadeur lui-même serait gréviste, il a été répondu que oui. En fait, l'ambassade suit les instructions du principal syndicat du pays qui appelle tous les fonctionnaires à cesser le travail. Et d'après les agents de l'ambassade israélienne ici, c'est la première fois que la représentation diplomatique israélienne ici à Washington DC est fermée, non pas pour une crise internationale, mais pour une crise politique intérieure majeure. C'est vous dire le niveau de défiance de tous les Israéliens dans le monde entier vis-à-vis de cette réforme menée par Benyamin Netanyahou. C'est évidemment, on se rend compte de cette ampleur. Merci beaucoup Axel Monnier, Pierre Menavou qui avait été diplomate, qui est diplomate. Effectivement, ce que nous dit Axel est assez édifiant. Voir une ambassade qui ferme, aucune activité consulaire aujourd'hui aux États-Unis, avec l'État d'Israël, pour protester contre un gouvernement en place. On n'est pas dans une crise internationale. Mais ça, c'est assez spécial. Je crois que j'ai pas de souvenir équivalent. Ah oui. Mais cela dit, ce qui doit nous interroger, je pense, c'est que M. Netanyahou, c'est pas quelqu'un qui vient d'arriver. Enfin, là, en l'occurrence, il est arrivé au mois de décembre. Oui, en décembre. Mais en fait, il est arrivé pour la première fois au pouvoir en 96. Donc, et ensuite, il a été quasiment continuellement au pouvoir de 2009 à aujourd'hui, sauf un an et demi. Donc, ça n'est pas quelqu'un, il n'est pas né, comme on dit, de la dernière pluie. Pourquoi s'est-il mis dans cette situation? Je crois qu'il faut l'expliquer par la nature de sa coalition. En fait, sa coalition dispose de 64 sièges à la Knesset. Oui. Sur les 60, il faut 61. Il en faudrait 61 pour avoir la majorité. Il en a 64, mais à la différence de ses précédentes coalitions, en fait, le Likoud, son parti, a 32 sièges et les autres en ont 32. Donc, et les autres, ce sont, comme cela a été dit, des ultranationalistes ou des ultra-orthodoxes. Donc, auparavant, dans ses précédentes coalitions, M. Netanyahou était quand même un petit peu dans une position centrale, c'est-à-dire qu'il y avait parfois les travaillistes, parfois des centristes. Là, maintenant, il est face à une partie de sa majorité qui est plus extrémiste. Et du coup, il n'a pas pu, pour l'instant, à ce stade, il n'a pas pu arrêter cette réforme qui est quand même qui pose un problème sur le plan de l'état de droit. Il n'a pas pu ou il n'a pas voulu? Pour l'instant, il n'a pas voulu, mais je pense qu'il avait, si vous voulez, il avait quand même... je ne parle pas de sa politique étrangère, c'est un autre sujet, mais il avait réussi, si vous voulez, dans ses précédentes coalitions, c'est ce qui explique qu'il est tenu autant de temps. Il avait réussi à tenir quand même un cap en mettant parfois l'accent plutôt sur le centre, parfois sur la droite. Là, maintenant, il est à droite toute. Donc, je crois, pour revenir sur un point qui a été dit tout à l'heure, je pense qu'il a, c'est pas seulement et pas spécialement sa situation personnelle, parce que sa situation personnelle, il l'a réglée par un autre texte. Vous voulez dire le fait qu'il est effectivement potentiellement... Mais en fait, il y a un autre texte qui prévoit que le Premier ministre ne peut pas être destitué. Ceci dit, je voudrais quand même... Là, on a des images, ça y est, en direct. On est à Jérusalem. Je vous disais qu'il y avait la mobilisation a été, est plus que massive. On craint manifestement des débordements désormais parce que notamment des ultras de clubs de foot pourraient s'y mêler. Il y a pas mal de situations qui sont assez craintes de ce qu'on nous disait tout à l'heure. Jean-François Boutors, est-ce que cette fameuse réforme du système judiciaire qui fait que effectivement le système politique et le système judiciaire seraient tellement impliqués n'appelle pas effectivement, comme le disent les manifestants, à un danger pour la démocratie, voire au glissement vers un régime autocratique? Écoutez, je pense que d'abord, je voudrais juste dire une chose, les partis qu'on dit religieuses sont des partis vraiment fondamentalistes, intégristes. Parce que la religion en Israël, il y en a de toutes sortes. Pour ne parler que du judaïsme. La deuxième chose qu'il faut dire, c'est que quand on s'attaque aux juges, en Israël, on s'attaque à une institution
qui est anthropologiquement ou symboliquement sans doute une des plus anciennes d'Israël, puisque dans la Torah, l'institution des juges, ça date de Moïse. Et c'est pour faire un contrepoids à Moïse. Donc si vous voyez, pour n'importe quel juif, c'est s'attaquer à l'équilibre fondamental, à l'anthropologie même d'un peuple qui se veut comme le peuple de la délibération, le peuple qui veut incarner une éthique. Et là, c'est ça qu'on massacre d'une certaine manière. C'est une vraie atteinte à la démocratie, mais c'est aussi une vraie atteinte à la manière dont les Israéliens, les Juifs du monde entier, pas simplement en Israël, se pensent. Détruire l'institution judiciaire, comme on l'a vu fait pas très loin chez Erdogan, c'est-à-dire la servir aux objets politiques, c'est pour les Juifs une négation d'eux-mêmes. Très profondément. C'est pour ça qu'ils sont tous dans la rue. Alors, et c'est la première fois qu'une grève générale est décidée et suivie depuis la création de l'État d'Israël, ce que nous rappelait Valérie Nataf tout à l'heure. Évidemment, on va suivre tout ce qui se passe parce que c'est fondamental. Et puis une déstabilisation dans cette zone-là de la planète n'est pas tout à fait une bonne nouvelle en plus. Bon, en tout cas, pour le moment, tout se passe très bien. Là, on est à Jérusalem et tout se passe très bien. On garde un œil, évidemment, là-dessus. Et je voudrais qu'on parte du côté de l'Ukraine et du côté de la Russie. Pourquoi? Parce que Vladimir Poutine, ce week-end, vous l'avez suivi avec nous, a donc décidé de ressortir la carte du nucléaire. Il estime que l'OTAN le menace en ayant des armes nucléaires, en ayant déployé des armes nucléaires dans certains pays européens. Il veut faire la même chose. Je vais positionner des armes nucléaires tactiques, notamment en Biélorussie. Évidemment, pluie de réactions à l'international depuis. Le monde occidental, plus ou moins inquiet d'ailleurs. Laura Pouget. Les États-Unis ont déployé depuis longtemps sur le territoire de leurs alliés, des pays de l'OTAN en Europe, leurs armes nucléaires tactiques. Nous nous sommes mis d'accord avec la Biélorussie et le président Loukachenko que nous allions faire la même chose. Une interview à la télévision russe et la menace est à nouveau brandie. Plus qu'une menace, puisque Vladimir Poutine donne un calendrier pour l'installation de ses armes nucléaires tactiques en Biélorussie. À partir du 3 avril, nous commencerons à former les équipages. Et le 1er juillet, nous terminerons la construction d'un entrepôt spécial des armes nucléaires tactiques sur le territoire de la Biélorussie. Pour Kiev, le Kremlin prend ainsi le Bélarus en otage nucléaire, d'après les mots d'Olexei Danilov, secrétaire du Conseil de sécurité ukrainien. Otage, référence à la mainmise de Vladimir Poutine sur Alexandre Loukachenko, au pouvoir depuis 1994. Ici, les deux hommes ensemble, lors d'une visite du président russe en décembre dernier. Les réactions occidentales non plus n'ont pas tardé, ainsi celle de Joseph Borrell, le chef de la diplomatie européenne. La Biélorussie hébergeant des armes nucléaires russes signifierait une escalade irresponsable et une menace pour la sécurité européenne. La Biélorussie peut encore l'arrêter, c'est son choix. L'Union européenne est prête à réagir par de nouvelles sanctions. Pour l'OTAN également, il s'agit d'une rhétorique dangereuse et irresponsable. Même champ lexical en France par la voix du Quai d'Orsay, qui appelle la Russie à faire preuve de la responsabilité attendue d'un État doté de l'arme nucléaire. Les Ukrainiens demandent une réunion extraordinaire du Conseil de sécurité des Nations Unies. Les États-Unis, de leur côté, affirment qu'à ce stade, rien ne les conduit à changer leur positionnement en matière de dissuasion stratégique. Manière de garder le cap et le calme dans ce que certains experts qualifient de provocation supplémentaire, mais néanmoins habituelle au chef du Kremlin. Alors, colonel Pierre de Jong, est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi les États-Unis peuvent déployer des armes dans un certain nombre de territoires de l'OTAN, donc proches de la Russie, quand la Russie ne peut pas déployer des armes nucléaires tactiques dans un territoire qui est en proximité très forte avec le sien? Vous tapez dans le mille, c'est le cœur du problème. L'argumentaire de Poutine est fondé là-dessus. C'est la parité par rapport au côté ouest. Les Polonais ont demandé, d'abord, les Américains ont positionné des armes tactiques depuis quelques années, depuis quasiment la fin de la guerre, dans toute une série de pays, l'Allemagne, l'Italie, la Turquie, etc. Donc ils sont positionnés. Ils ont la clé du champ de tir quand même. C'est eux qui tiennent la clé de l'armoire. Premier point. La Pologne a demandé au mois de novembre ou décembre que les Américains mettent en place sur leur territoire, mettent en place de
l'armement nucléaire tactique. Donc, a priori, c'était sur un modèle qui était potentiellement acceptable. Et aujourd'hui, Poutine, il dit il n'y a pas de raison que je ne fasse pas la même chose. Donc il dit moi, je vais faire la même chose, je veux une parité. Sachant qu'il dit, il n'aura pas dit. C'est pour ça que lorsqu'on l'accuse de sortir du TNP, du traité de non-prolifération, en fait c'est faux. Puisque s'il tient la clé, comme les Américains tiennent la clé des armoires, il n'y a pas de prolifération. Oui, c'est ça. Parce qu'en fait, ce que vous nous expliquez, c'est que oui, il y a des armes nucléaires tactiques américaines, par exemple, en Turquie. Mais Erdogan ne peut pas décider d'appuyer sur le bouton. Pas en Pologne, pas en Roumanie, dans aucun des pays qui ont rejoint l'Union européenne récemment. La Pologne a demandé, au mois de novembre, Oui, a demandé, ça n'est pas fait. Non, mais c'était pour bien comprendre pourquoi, si Vladimir Poutine déploie effectivement ces armes-là en Biélorussie, mais garde la clé, et ne donne pas la clé aux Biélorusses, il ne sort pas du traité de non-prolifération. Par contre, il déstabilise. Parce qu'il après, en revanche, oui, voilà, la décision politique, elle est quand même... Ça pose un vrai problème. On parle que de ça depuis 3 jours. Parce qu'il a reposé au pire moment pour lui, c'est au moment où, en fait, sur le front, ça se passe plutôt mal. Donc il se dit, il joue une carte. Et on voit depuis une semaine, il y a une carte sur Kaliningrad, etc. Enfin, il joue tout un jeu. Ça fait partie de la panoplie des menaces potentielles qu'il peut avoir. Ceci dit, Jean-François Boutors, on l'a bien vu, et Laura Pouget nous l'expliquait dans son sujet, les États-Unis ne sont pas complètement morts de peur à cette idée-là. Ils disent il n'y a pas de mouvement, on voit rien. D'autres disent vous savez, les armes nucléaires, elles étaient fabriquées à Dnipropetrovsk à l'époque. Elles n'ont pas été maintenues depuis 1989, je crois. Il n'y a pas eu de maintenance dessus, donc elles ne fonctionnent plus. Enfin, voilà, c'est une décision politique en fait. Il y a quand même une chose, c'est que la Biélorussie, comme l'Ukraine, a été dénucléarisée. Au terme d'un accord entre les Russes, les Occidentaux et les pays, comme le Kazakhstan d'ailleurs. Donc tous les territoires ex-soviétiques où il y avait des armes nucléaires ont été dénucléarisés, c'est un accord international. Ramener des armes nucléaires, qu'elles soient tactiques ou pas, c'est rompre cet accord. Il n'était déjà pas respecté dans la mesure où la Russie s'était engagée à prévenir toute agression contre l'Ukraine. Elle a agressé l'Ukraine. Donc voilà, on est out of the blue, si j'ose dire. Et par ailleurs, évidemment, il y a dans la déclaration de Poutine quelque chose de très étonnant. Il annonce qu'on va former des équipages. Comme s'il n'y avait pas déjà des équipages formés. Enfin, je veux dire, on est en réalité dans un moment très compliqué pour la Russie, puisqu'elle n'avance pas, elle craint une offensive ukrainienne qu'elle a vraiment à redouter, et il faut remettre une couche pour essayer de dissuader remettre du carburant dans le... Voilà, c'est ça. Marianne Babiš, on a vu que les Ukrainiens avaient réagi de façon assez ferme, ce qu'on comprend absolument. Il y a une vraie inquiétude ou pas, où on comprend que c'est effectivement une démarche sans doute plus politique que tactico-militaire. C'est plutôt une démarche politique parce qu'à vrai dire, en Ukraine, le peuple ukrainien n'a plus peur. Nous sommes juste très très fatigués de cette guerre, mais si on compare le chantage qu'on avait avec cette possible utilisation de l'arme nucléaire au début de cette guerre à pleine échelle, il y a un an, en mars par exemple, ça n'a rien à voir avec ce qu'on voit aujourd'hui. Bien sûr, on s'inquiète parce que personne n'était pas prêt non plus pour cette guerre à pleine échelle. On ne se croyait pas à cela. Mais c'est toujours cette terreur de chantage. On voit comment Poutine n'arrive pas à tenir ses promesses parce que juste il y a quelques jours, il était en visite avec Xi Jinping, avec qui ils ont signé une déclaration concernant le fait que la Russie ne va pas élargir le positionnement de leurs armes nucléaires au-delà du territoire national. Et au final, qu'est-ce qu'on voit? Ils essayent de le mettre en Biélorussie. Peut-être, c'est ce qu'on voit ces derniers temps aussi, que la Russie considère Biélorussie comme une partie de la Russie. Une province, oui. Voilà. Donc c'est assez évident, cette approche. Mais en tout cas, on ne s'inquiète pas autant. Et on a entendu parler que pour le positionnement de ces armes, les ogives nucléaires seront conservées à part des porteurs. Donc peut-être pour juste l'utiliser tout de suite, ce ne serait pas possible. De toute façon, pour le moment, effectivement, il n'en est pas question. On va revenir sur l'affaire de la Chine dans une seconde avec vous. Je voudrais d'abord qu'on écoute l'analyse de Gérard Haro, qui était l'invité de Darius Rochebin hier soir et qui a effectivement une analyse de menaces plus politiques qu'autre chose.
Les Russes ont toujours été, dans leur doctrine, utiliser les armes nucléaires tactiques comme un peu des gros canons. Ça fait partie de leur tactique militaire. Cela étant, honnêtement, là derrière, moi j'y vois surtout une sorte de montée de pression politique. Je ne vois pas là une menace militaire, parce que les armes nucléaires, les Américains ont des armes nucléaires en Europe, et cela depuis longtemps. Et les Russes savent très bien ce que signifie l'utilisation de l'arme nucléaire, qu'elle soit tactique ou stratégique. Donc pression politique, vous êtes d'accord avec ça, Pierre Ménard? Oui, je suis d'accord, mais simplement il y a une petite différence entre les armes américaines et les armes russes. C'est pas tout à fait pareil, puisque en fait au départ, quand il y a eu le déploiement d'armes nucléaires tactiques des États-Unis dans le cadre de la riposte graduée, c'était parce que en fait les États-Unis ne pouvaient atteindre le territoire de l'URSS que par des armes stratégiques. Donc là, le réciproque n'est pas vrai. La Russie peut atteindre déjà, elle n'a pas un besoin militaire au cas où, on n'est pas là, mais au cas où il y aurait emploi de l'arme nucléaire. Ça n'apportera pas grand-chose d'avoir ce positionnement en Biélorussie. Elle a des positionnements en Russie, elle a des positionnements aussi à Kaliningrad, encore plus près de l'Union européenne. Donc je crois aussi, c'est tout ça pour dire que c'est vraiment de la gesticulation politique à un moment où il est, effectivement, moi je rejoins, il est embarrassé sur le terrain, et à chaque fois qu'il a un problème sur le terrain, mais il ressort cette arme nucléaire qui a aussi pour objet de terroriser. Alors effectivement, le problème de la Chine est plus compliqué parce que probablement ça va hérisser les Chinois, surtout que c'est quelques jours après la visite de... Alors voilà, on s'est posé la question, et j'avoue que moi hier j'entendais sur le plateau, pardonnez-moi, c'était Masha Merrill, actrice franco-russe, qui était l'invitée de Darius Rochebin, et qui a dit: je vais vous dire quelque chose qui va peut-être vous surprendre, mais moi je pense que c'est justement adressé à la Chine, parce qu'après cette visite du président chinois, où il s'est senti quand même très vassalisé, c'est vrai qu'on l'a commenté la semaine dernière, etc. C'est une façon aussi pour lui de dire au président chinois: mais en fait moi, j'ai l'arme nucléaire et je fais ce que je veux avec. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, Jean-François Boutors, de ça? C'est possible. Ça a aussi des limites. Simplement, ce que je voudrais rappeler, c'est que c'est pas en fait tout à fait nouveau, puisqu'il y a eu des étapes précédentes à travers des votes en Biélorussie pour pouvoir faire stationner des armes. Il y avait eu des référendums. C'est déjà dans les tuyaux. C'est franchement pas une surprise, et sinon que Poutine vienne lui-même proposer un calendrier. Alors c'est vrai que ça fait pas plaisir aux Chinois. Je pense que d'une certaine manière, pour les Chinois, ça n'a pas au point de vue déclaration, cette déclaration-là n'a pas une importance si grande que ça. Parce que c'est quand même la ligne rouge pour les Chinois. Oui, mais en fait, on ne sait pas ce que se sont dit messieurs Poutine et Xi. Ils ont eu des entretiens, on en a eu une déclaration, alors là pour le coup très soviétique, qui rappelait ce qu'on appelait la grande commission dans le temps, donc, où on parlait de coopération, on parlait d'amitié, de coopération, mais jamais d'alliance, attention. Mais on ne sait pas ce que M. Xi a dit à M. Poutine, et donc du coup, peut-être qu'il lui a dit des choses qui sont pas forcément aussi agréables qu'il le souhaitait. Oui, c'est ça, et ce qui aurait provoqué une réaction chez Vladimir Poutine. En tout cas, bon, je pense que ça n'est pas une réponse immédiate à la visite du président chinois, mais en tout cas, il ne s'est pas retenu de le faire à cause de la Chine, ça c'est sûr. Et parlons ferraille quelques minutes. En fait, il faut savoir que les Russes ont toujours fait effort dans ce domaine-là. C'est qu'autant l'armée conventionnelle est restée très conventionnelle, autant dans le domaine de tout ce qui est missiles, etc., missiles balistiques, tout ce qui est hypervélocité des missiles, ils ont fait d'énormes efforts. Donc ils savent qu'aujourd'hui, ils ont un temps d'avance que je ne mesure pas, parce que je ne suis pas un technicien. Ils ont un temps d'avance de quelques années. Aujourd'hui, c'est vrai qu'ils ont une panoplie qui est extrêmement impressionnante et extrêmement, je dirais, performante, si tant est qu'on puisse croire que mais le but n'est pas d'utiliser, donc voilà, oui, c'est ça. Oui, mais c'est une arme de non-emploi.